Car oui, en plus de l'animosité qui régnait entre la société civile alsacienne mosellane et l'armée, on remarque ce problème tout aussi criant. C'est qu'au niveau de la société alsacienne, et en Moselle également d'ailleurs, la société était divisée. La société du Reichsland était composée d'une population autochtone, les Altelsässer, et d'une population venue du reste de l'Allemagne, les Altdeutschen. En 1914, 43 ans après le rattachement de l'Allemagne, la séparation n'était plus aussi nette qu'au départ. De nombreux émigrés se sont acclimatés à l'Alsace, un nombre important de couples mixtes se sont formés et des enfants d'émigrés allemands sont nés et vivent dans le Reichsland, se considérant tout autant alsaciens-lorrains que les Altelsässer. Une situation particulièrement compliquée que l'intégration de cette population venue de vieille Allemagne. Et pour ne rien arranger, la répartition de la population vieille allemande n'était pas uniformément répartie en Alsace-Moselle. Elle se concentrait surtout dans les grandes villes. Ainsi, dans les petites villes, les émigrés s'intégraient bien mieux dans la population locale que dans les grandes villes. C'était essentiellement dû au fait qu'ils étaient peu nombreux, ce qui empêchait tout fonctionnement en vase clos. Évidemment, ça les poussa à s'intégrer dans la population locale. Les milieux populaires avaient également assimilé la population émigrée du même niveau social. Ainsi, la fracture nette entre les deux populations tendait globalement à s'estomper, sauf au niveau des élites sociales où elle restait bien marquée. Nous avions donc d'un côté la grande et moyenne bourgeoisie locale, restée très francophile, surtout celle des grandes villes, et de l'autre côté, la population germanophile qui refusait tout autant de s'intégrer et qui se considérait comme le haut du panier, à savoir les officiers militaires, les hauts fonctionnaires et une grande partie des professeurs de l'université. Il ne fallait pas croire que l'arrivée de plusieurs milliers d'émigrés venant de la vieille Allemagne allait se faire sans histoire, d'autant plus que ladite population occupait dès le départ des positions très importantes dans l'administration locale, ne laissant que peu de place aux Altelsässer. Les enseignants universitaires de la Kaiser Wilhelms Universität vivaient pour la plus grande majorité en vase clos, même si les étudiants alsaciens-lorrains étaient majoritaires à l'université depuis la moitié de l'année 1883, ils restaient très minoritaires dans le corps professoral. Cependant, l'université s'ouvrait timidement à la société strasbourgeoise, admettant des professeurs ayant fait leurs études à Strasbourg, comme Robert Retzlob, docteur en droit en 1909, qui fut Privatdozent, un titre qui désigne un enseignant universitaire chargé de cours mais non rémunéré. Il fut nommé professeur ordinaire en 1913, mais à l'université de Rostock, où il enseigna jusqu'en 1918 et il devint doyen de la faculté de droit. De l'autre côté, il fut des universitaires venus de la vieille Allemagne qui, eux, s'ouvrirent aux réalités locales, comme Werner Wittich, qui a soutenu sa thèse à Strasbourg en 1891 et y enseigna à partir de 1895. Ami de Charles Spindler, il fit partie du cercle de Saint-Léonard, publia en 1900 Deutsche und Französische Kultur im Elsass, où il partait du principe qu'en Alsace, deux civilisations culturelles incarnées dans deux États se disputent la domination d'un peuple que les événements ont rattaché à l'un puis à l'autre. Il récidivera d'ailleurs sur le même thème en 1905, publiant Kultur und Nationalbewusstsein im Elsass. Ses écrits furent un événement dans un milieu réputé pro-allemand et pas vraiment dans le sens de l'approbation. Il fut mal vu par les autorités et même rappelé à l'ordre et fut obligé de quitter Strasbourg pour Munich en 1907, n'y revenant qu'en 1909 où il occupa un poste de professeur d'histoire économique. De l'autre côté, la haute bourgeoisie alsacienne, et plus spécifiquement la bourgeoisie de Strasbourg, limitait ses contacts avec les Allemands au minimum vital. Comme nous l'avions déjà évoqué dans la première partie, elle fonda ses propres banques, tandis qu'un grand nombre d'entreprises locales avaient gardé des liens forts avec la France. Elles y avaient fondé des succursales, comme par exemple la SACM qui ouvrit une succursale à Belfort, ou les ateliers de Dietrich installés à Lunéville en 1879, à l'origine simple filiale de la société de Dietrich de Niederbronn-les-Bains, qui devinrent la société de Dietrich et compagnie de Lunéville en 1895. Les succursales étaient surtout fondées pour ne pas perdre le contact avec le marché économique français. Il arrivait même que les enfants soient juste retirés du gymnasium pour les instruire en France, faisant en sorte d'éviter au maximum l'influence des professeurs allemands. Et je pense que c'est inutile de préciser qu'ils parlaient français entre eux. C'est simple, l'historien François Huberfil parle tout simplement de verrouillage des classes bourgeoises dans lesquelles l'élément Altdeutsch n'est pas désiré, voire clairement rejeté. Pour reprendre l'exemple de la famille des industriels de Dietrich, on sait entre autres que le drapeau français était installé dans le bureau du baron Eugène de Dietrich
et que la langue française restait la langue des dirigeants de l'entreprise. D'ailleurs, ceux qui accomplissaient leur tour de France du compagnonnage étaient assurés d'être réembauchés, ce qui n'était absolument pas le cas de ceux qui choisissaient de faire un tour d'Allemagne. Dans le même temps, les classes populaires aussi conservaient une attirance pour la France. Mais en 1914, que ce soit par résignation, par dépit ou par choix, la France était surtout devenue un objet de nostalgie. Le peuple s'était acclimaté en Allemagne, même s'il restait nombreux à se rendre en France pour des fêtes patriotiques comme le 14 juillet. Après, reste à voir si c'était du fait d'un réel attachement à la France, ou par défi envers les autorités allemandes, ou tout simplement pour passer du bon temps, ou tout à la fois. C'est possible aussi. Le taux de mariage mixte entre les deux populations est une bonne illustration de ce clivage et montre bien que plus on montait dans les classes sociales, moins ces mariages étaient fréquents. Entre 1891 et 1914 à Strasbourg, et alors qu'un mariage sur 4 scellait une union alsaço-allemande, les Allemands qui se marièrent le plus à des Alsaciennes furent les journaliers ou ouvriers de fabrique, les employés de la ville et du Reichsland, les artisans et, plus surprenant, les soldats et les sous-officiers. Sans surprise, ce sont les officiers de l'armée qui sont le plus boudés par les Alsaciennes. Il y a eu en effet uniquement 6 mariages entre un officier de l'armée allemande et une Alsacienne entre 1891 et 1914. C'est intéressant, vu ce que l'on sait de l'armée. On aurait pu croire qu'il n'y aurait pas eu un seul mariage, et pourtant, et ça juste pour Strasbourg, il y en a eu entre des officiers de l'armée allemande et des Alsaciennes. Mais ces unions ne furent jamais sans conséquences dans le milieu social. Henri-Simon Carré était propriétaire d'un magasin à Strasbourg. Il avait joué un rôle important dans la préparation des élections à l'Assemblée nationale de Bordeaux en 1871 et constitua un comité de protestataires radicaux, le comité Carré, qui fit élire Ernest Laut comme maire de Strasbourg, maire qui fut révoqué en 1873 pour francophilie et du fait de son opposition aux travaux d'agrandissement de la ville. Mais voilà que le 23 mai 1896, sa fille Eugénie se maria avec un officier de l'armée allemande, Louis Stürzer. À noter que ce cher Louis devint par la suite général, gouverneur militaire de Metz en 1901, puis en 1903 promu commandant du 16e corps d'armée, toujours basé à Metz. Ce mariage ne fut pas un retournement de sentiment du père acceptant son beau-fils, bien au contraire. Lui, comme ses fils, avaient rompu leur lien avec Eugénie, et bien que le général Stürzer décéda le 17 avril 1906 d'un infarctus du myocarde, les relations demeurèrent rompues durant plus de 40 ans, et ce n'est qu'en 1930 qu'eut lieu la réconciliation entre Eugénie et sa famille. Il s'agit là d'un simple exemple. La réalité est tout en nuances, et ce genre de mariage pouvait avoir des conséquences moins extrêmes, comme celui de l'écrivaine Marie Hart avec un ancien officier wurtembourgeois, elle qui pourtant fit sa scolarité en France. Ce mariage causa d'ailleurs l'horreur de sa mère, institutrice française, mais apparemment pas vraiment son père. Ce genre d'attitude marque quand même le degré de francophilie dont la grande bourgeoisie alsacienne pouvait faire preuve. Après, il y avait aussi des contre-exemples, comme la famille des Calicus ou des Mules qui se rallièrent très rapidement au nouveau régime, s'assurant ainsi des places de choix dans la nouvelle société allemande, et dont les filles épousèrent des Prussiens bien placés. Louise Candicus, par exemple, qui épousa l'architecte Hermann Egert et qui fut notamment le maître d'œuvre de ceux-ci. Il s'agit du Kaiserspalast, l'actuel palais du Rhin, et que l'on trouve encore aujourd'hui à Strasbourg. Ça prouve qu'il y avait également des germanophiles dans la grande bourgeoisie strasbourgeoise, même s'ils étaient très minoritaires. Mais la francophilie affichée de la grande majorité de la bourgeoisie alsacienne pouvait également lui jouer de mauvais tours. L'affaire emblématique reste celle de la SACM basée à Grafenstaden, appelée à l'époque Elsässische Maschinenbaugesellschaft Grafenstaden, et qui fabriquait des locomotives. Elle subit en 1912 une campagne de presse virulente de la part du journal Rheinisch-Westfälische Zeitung, organe de presse des industriels de Prusse rhénane basé dans le bassin industriel de la Ruhr, un des cœurs industriels du Reich, sur les soupçons de francophilie du directeur technique de l'usine de Grafenstaden. Mais dans le même temps, quand on voit le fond de l'affaire, il y a de quoi se poser des questions. Remettons-nous dans le contexte en ouvrant une parenthèse.
Imaginez, vous êtes en 1911, la France et l'Allemagne viennent à peine de sortir d'une crise diplomatique grave à propos de questions coloniales concernant le Maroc qui aurait pu conduire à une guerre. L'Allemagne laissa finalement le champ libre à la France au Maroc en échange d'un agrandissement de la colonie allemande du Cameroun. Et là vous vous demandez quel est le rapport entre le Maroc et l'Alsace. C'est qu'à une soirée Sainte-Cécile, en août 1911, la société chorale de l'usine 1860, également connue sous le nom de Heere Choral, subventionnée par la SACM de Gravenstaden, a l'idée de faire une représentation théâtrale au milieu d'un repas où assistent notamment le directeur de l'usine et le Statthalter lui-même sur le thème d'un bivouac de l'armée française au Maroc. Et tout y est. Furent présents sur scène zouaves de l'armée française, fusils Lebel montés en faisceau, drapeau français, un clairon qui retentissait dans les coulisses et la Marseillaise est même chantée. La totale. Apparemment, cela fit bondir le Statthalter et occasionna son départ, ce qui de son point de vue peut se comprendre. C'est un peu comme si une troupe de théâtre rejouait l'affaire Benalla devant le président Macron. Pas sûr qu'il apprécie le geste et qu'il n'y ait pas de conséquences. Le directeur de l'usine de Gravenstaden, Frédéric Heiler, fut accusé de ne pas avoir empêché cette représentation et de passer pour un bon gros francophile, ce qui apparemment arrangeait bien les industriels de la Ruhr, qui y virent là un excellent moyen de se débarrasser d'un concurrent qui écoulait 2/3 de sa production de locomotives auprès des chemins de fer prussiens. Était-il coupable? Était-il innocent? Bonne question. S'il avait été coupable, à savoir qu'il avait tout organisé, sa réaction envers la Heere Choral aurait été certainement celle-ci. Par contre, si ça s'était déroulé à son insu, c'est plutôt cette tête qu'il aurait tirée. Au final, pour préserver les affaires de la SACM en Allemagne, Frédéric Heiler fut renvoyé. Cette affaire illustre la méfiance réciproque de ces deux mondes, le tout pimenté par la concurrence qui caractérise le monde des affaires. D'ailleurs, et pour en finir avec cet aspect de la société alsacienne, évoquons rapidement les réticences des germanophiles et des francophiles vis-à-vis du développement de la culture locale alsacienne. Ainsi, dès la première en 1898 de la pièce de théâtre Der Herr Mehr, écrite par Stoskopf, les milieux francophiles regrettaient qu'elle n'ait pas été écrite en bon français, tandis que les germanophiles l'auraient préférée en Hochdeutsch. Ils étaient d'accord sur un seul point. Ils n'appréciaient pas cette pièce qui, pour rappel, avait été particulièrement apprécié par le Kaiser Wilhelm lui-même. Si l'Alsace-Lorraine de l'époque restait indéniablement marquée par la division entre immigrés Altdeutsch et les autochtones Altelsässer, cette division tendait à se cicatriser en 1914. Elle n'avait pourtant pas encore tout à fait disparu et redevenait même particulièrement visible au niveau des classes sociales supérieures malgré des exemples d'intégration réussis. Cependant, l'affaire de Saverne avait rouvert cette brèche et l'on ne saura jamais si elle se serait à nouveau refermée ou non. Retenons également qu'en 1914, le Reichsland Elsass-Lothringen était pleinement entré dans le XXe siècle, disposant d'un système social performant, d'entreprises tout aussi performantes et qui était à la pointe en matière d'innovation technologique de cette époque. Le confort technologique s'était lui aussi amélioré, permettant à un nombre toujours croissant d'Alsaciens lorrains, qui passèrent de 1 050 000 en 1871 à 1 220 000 en 1910, de profiter de l'eau courante, du gaz de ville et même d'un réseau électrique toujours plus étendu, tandis que le réseau de chemin de fer, que ce soit en train ou en tramway, leur permettait une facilité de déplacement jusque-là inconnue. Si en 1914, il restait un attachement plus ou moins fort à la France, attachement entretenu notamment par la haute bourgeoisie et les cercles francophiles, l'ancienne mère patrie faisait plus figure de passé rempli de nostalgie, d'autant plus que la politique anticléricale de la France choquait les Alsaciens lorrains catholiques qui voyaient au contraire un pouvoir impérial allemand devenir de plus en plus tolérant vis-à-vis du catholicisme. L'Alsace était ainsi bien intégrée à l'espace allemand, que ce soit d'ailleurs économiquement ou culturellement, même au niveau politique. La preuve étant qu'en 1913, le Reichstag avait pris fait et cause pour le Reichsland contre l'armée. Pourtant, l'issue de l'affaire de Saverne laisse le destin institutionnel du Reichsland en suspens. La confiance rompue entre le pouvoir impérial et les Alsaciens pouvait au mieux signifier un gel des évolutions futures du statut du Reichsland
vers l'égalité complète d'avec les autres États allemands, au pire, vers une annexion au royaume de Prusse, avec un scénario semblable à ce qui s'était passé en Poznanie en 1867. À savoir qu'avant, il s'agissait d'un duché autonome, majoritairement peuplé de Polonais, et que Berlin rabaissa au rang de simple province prussienne, s'efforçant de germaniser la population. Mais nous ne saurons jamais ce qui aurait pu se passer en Alsace. Alors que les braises de l'affaire de Saverne achevaient de s'éteindre début juillet 1914, quelques jours auparavant, le 28 juin, le jeune Gavrilo Princip avait tiré les 2 coups de feu qui mirent fin à la vie de l'archiduc François Ferdinand et de sa femme, la duchesse Sophia. Ils donnèrent le signal d'un emballement diplomatique fatal. Premières étincelles qui allumèrent un incendie qui embrasa le monde durant 4 longues années. Cet incendie n'épargna pas l'Alsace. Et c'est ce que nous verrons très bientôt. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous aborderons l'Alsace durant la Première Guerre mondiale. Peace Paul.